Bonjour à tous. Chaque mois, dans le podcast Trajectoire, on reçoit avec Morgane un ancien rugbyman professionnel pour le découvrir au-delà du rugby. Dans ce 5e épisode, on a interrogé Pierre Abadan. Il nous a confié avoir toujours mené de multiples projets en parallèle de sa carrière sportive. Sa curiosité et son sens du collectif lui auront ouvert les portes d'une reconversion inattendue. On vous laisse le découvrir. Bonne écoute à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Alexia. Merci d'avoir accepté de participer au podcast Trajectoire. Avec plaisir. Tu es né à Aix-en-Provence en 1980, tu as été formé au rugby dans le club d'Aix avant de rejoindre le Stade français à l'âge de 18 ans et c'est le club dans lequel tu es resté jusqu'en 2015, la fin de ta carrière. Tu as été titulaire pour la première fois en équipe de France le 3 juillet 2004, jour de ton anniversaire, et c'est finalement une date qui te porte chance puisque c'est à cette même date, il y a un peu plus d'un mois, que le jour de tes 40 ans, tu as été nommé adjoint au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à la mairie de Paris. Exact. Sur le papier, rien ne te prédestinait à une reconversion en politique, et pourtant, tu vas nous expliquer comment tu en es arrivé à occuper ce poste aujourd'hui. Je vais essayer. Ça marche. Sans être trop long. Très bien. Avant ça, on va juste revenir un instant sur ta carrière sportive. Oui. Pour commencer, est-ce que déjà tu peux nous dire tout simplement comment le rugby est arrivé dans ta vie ? Oui, il est arrivé assez tard, parce que j'ai commencé à 14 ans, ce qui est relativement tard par rapport à d'autres joueurs qui ont généralement des cultures familiales ou locales. Bon, moi, j'ai commencé à Aix-en-Provence. En plus, c'était à l'époque pas une terre très rugby. C'est plutôt foot. Il y avait évidemment l'OM beaucoup, et puis il y avait Toulon un petit peu qui avait l'histoire rugby, mais c'est pas vraiment à côté. On peut pas dire que c'était une ville qui était marquée par la culture rugbystique, mais en fait, j'y suis arrivé très bêtement. J'ai fait beaucoup de sports différents jusqu'à cet âge-là, et je faisais du BMX à l'époque, avant de faire du rugby, et donc c'est un sport individuel où on se déplace beaucoup, et puis après 4-5 ans, j'étais un peu usé de faire tous ces déplacements, et surtout de faire un sport où finalement on est assez seul, et notamment quand on perd. C'est assez... Moi qui suis toujours hyper mauvais perdant, ça me correspondait assez mal. Et puis j'avais des amis au collège qui parlaient beaucoup de leurs matchs, de toute l'ambiance qu'il y avait au rugby. Et c'est vrai que c'était assez tentant. Et puis je me suis fait voler mon vélo pendant l'été, ce qui à l'époque représentait un peu d'argent, et j'en avais pas forcément à remettre à ce moment-là, et donc ça a été l'occasion d'essayer le rugby, et voilà, évidemment par la force des choses, je ne savais pas à ce moment-là que ça aurait autant d'importance dans ma vie, mais c'est comme ça que j'ai commencé à jouer, en tout cas. Et t'as retrouvé le vélo ou pas ? Non, jamais, je l'ai pas beaucoup cherché, je te cache pas, mais c'était en vacances, je pense qu'il y en a qui se sont bien amusés avec. Finalement, on remercie les mecs qui t'ont volé le vélo, quoi. Au final, maintenant, on peut dire ça, mais oui, mais je crois que ça m'a aidé à franchir le cap, mais je pense que j'y serai allé un jour ou l'autre, parce que j'étais attiré aussi par ça. À l'époque, plus par la convivialité, le collectif, que par le jeu en lui-même, que je connaissais assez peu, notamment parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas dans une culture ni une famille très sport ni rugby. Donc mais j'ai commencé comme ça, et après avec des potes qui le sont toujours aujourd'hui, qui eux vivent la plupart toujours sur Aix, et voilà, ça a commencé comme ça, et je leur dois aussi beaucoup dans mon parcours. Pour ceux du coup qui te connaissent peut-être pas forcément énormément en tant que joueur, comment tu te décris justement, comment t'étais, quel genre de joueur tu étais sur le terrain ? C'est pas facile ça comme exercice, parce que je vais pas m'auto-flageller trop non plus, mais ou comment les autres te voyaient sur le terrain plutôt. Je pense que j'étais pas forcément le joueur le plus talentueux qui soit, mais d'abord j'étais très travailleur. Je crois que j'avais pas non plus des prédispositions physiques hors normes. J'étais endurant, je pense qu'on peut dire, dur au mal aussi, et c'est marrant parce que j'ai commencé le rugby en ayant plutôt des qualités offensives, et après quand je suis arrivé à Paris et en équipe de France jeune, etc., on va dire que c'est plus mes qualités défensives qui ont été mises en valeur. Donc c'est parce que t'allais moins vite, tu penses, ou c'est... Au début, non. Après, oui, mais au début de ma carrière, non. Mais voilà, je pense que j'étais un joueur qui est évidemment plutôt aérien,
j'ai évidemment beaucoup travaillé sur le secteur de la touche et de la conquête aérienne. Et puis je courais beaucoup, j'étais très endurant. Et puis je prenais des coups et j'aimais bien ça, quoi. Donc du coup, voilà, je mettais souvent les mains à la tête, un peu pour embêter l'adversaire, et puis essayer de faire le lien dans la continuité du jeu en attaque. Et puis voilà, au début, je courais assez vite au début de ma carrière. Après, comme tout le monde, je crois. Voilà, ça a été un peu moins le cas après, mais puis j'ai beaucoup bossé physiquement parce que ça se revoit maintenant, mais j'ai jamais été hyper costaud, et donc j'ai dû aussi prendre de la masse musculaire, essayer de m'étoffer un peu physiquement tout au long de ma carrière. Ça a été un long combat, voilà. Donc aujourd'hui j'ai repris ton poids de forme. Ouais, je sais pas si on peut dire mon poids de forme, mais on va dire ma corpulence naturelle. Moi, t'as pas fait le chemin inverse. Il y en a beaucoup aussi qui, pour l'instant, qui reprennent un peu. Il faut faire gaffe, parce que ça va vite. Donc voilà, ouais, c'est difficile comme exercice, franchement. T'as bien répondu. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'adorais le rugby offensif. Enfin, je l'aime toujours aujourd'hui. Ce que je veux voir quand je regarde un match, c'est vivre que le ballon vive, qui est du jeu, des passes. Voilà, je suis pas forcément quelqu'un qui aime le contact répété, etc. Mais voilà, après, on s'adapte aussi à ses qualités, à ce que demandent les entraîneurs, à ce dont l'équipe a besoin. Puis j'ai eu la chance d'évoluer en troisième ligne aile, en troisième ligne centre. J'ai même fait des matchs en deuxième ligne, un ou deux, pas beaucoup, mais je me souviens d'un au Stade de France notamment, qui était assez marquant. Pour quelle raison ? Pour des blessures. Et je me souviens qu'on on alternait avec Rémi Martin. Chacun faisait une mêlée, en fait. Donc on n'était pas trop deuxième ligne, ni lui ni moi. Personne ne voulait y aller. Voilà. Mais j'étais rentré avec le numéro 5 sur le terrain. C'était drôle à l'époque. Je crois que c'est contre Toulouse, il me semble. Je me souviens plus si on avait gagné ou pas, mais voilà, donc j'ai toujours en tout cas essayé de répondre aux attentes collectives. C'est ce que j'ai aimé en arrivant au rugby, et c'est ce qui m'a guidé tout au long de ma carrière, peut-être trop à des moments, parce que je pense que j'aurais dû aussi maintenant, avec le recul, peut-être un peu plus auto-centré sur mes performances, sur mes besoins, sur ce sur quoi je devais progresser, peut-être pour avoir une carrière ou peut-être plus de sélection. Voilà, je me suis ça à un te moment... manque ça, du coup, de pas avoir... Non, je peux pas dire que ça me manque, parce que d'abord... d'autres choses en même temps, des titres... Oui, j'ai eu la chance d'être dans un club qui était très performant. On a gagné beaucoup de titres. Et j'ai conscience aussi de ce que je dois aux autres par rapport à ça. Après, c'est vrai que l'équipe de France, j'ai eu peu de sélections, mais en même temps, il y avait des joueurs qui, à toutes ces époques là, ont été très performants en équipe de France, et l'équipe de France était plutôt performante aussi. Donc je peux pas dire que j'ai des regrets. Le regret que j'ai, c'est que quand j'ai eu mes sélections, j'ai fait en deux saisons, les 2 saisons on est champion, là, 2003 et 2004, où je crois que je fais plus de 40 matchs par saison. Donc je suis arrivé, en équipe de France, j'étais vraiment mort. Et donc pas très en forme, et puis je me suis blessé après, donc voilà, j'aurais peut-être voulu être dans d'autres prédispositions, ou à des moments, même plus tard, penser un peu moins collectivement et plus me concentrer sur des choses sur lesquelles moi je devrais progresser, notamment physiquement. Mais voilà, j'ai toujours privilégié le collectif. Je pense que peut-être que ça m'a un petit peu desservi à des moments, mais ça m'a aussi servi sur plein d'autres choses. Donc c'est pas un regret, mais peut-être que si je devais refaire ma carrière maintenant, j'équilibrerais un peu plus ça. Et si tu devais garder un souvenir, que ce soit sur ou en dehors du terrain, ce serait lequel ? Pas forcément sur le terrain d'ailleurs. Un seul par contre, parce que tu dois en avoir des tonnes. Mais... Ouais, j'en ai beaucoup, mais c'est toujours difficile de classer en fait quel est le meilleur. Il y a un truc qui a été hyper marquant, et c'est le premier titre que j'ai gagné, c'était en junior, quand je suis arrivé à Paris, le titre Réchelle. Alors c'est évidemment moins... j'allais dire bling bling, mais moins médiatique, on a moins la reconnaissance, mais en fait c'est ce qui a vraiment validé mon arrivée à Paris, et en fait qui nous a permis aussi pour beaucoup de joueurs de cette génération de passer ensuite dans les tâches supérieures. Et ce qui était assez unique, c'est qu'en fait à l'époque, moi j'étais surclassé d'1 an, et je jouais avec des gens qui avaient 4 ans de plus, mais
c'est la seule fois où j'ai ressenti vraiment une osmose globale. En fait, tous les mecs à cette époque-là étaient là avec le même but. Ils avaient tous juste envie de jouer au rugby d'être performants à ce moment-là avec cette équipe-là. Et voilà, et dans une tranche d'âge à peu près similaire. Et ça, après, tu le retrouves moins. Parce que quand t'es en pro, t'as des joueurs qui sont beaucoup plus âgés. Il y a des étrangers, il y a les vies entre les joueurs sont différentes. Ça ne m'a pas empêché de vivre des trucs fantastiques. Mais cette osmose-là, ce moment de grâce, je l'ai eu beaucoup, mais peut-être celui d'Eréchel était le plus fort. Mais je sais pas si Raphaël Poulin, qui était à ta place il y a quelques temps, vous avez pas cité aussi ouais. ce moment-là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est amusant en fait, parce qu'à chaque fois qu'on la pose cette question, c'est la réponse que vous nous donnez en fait, alors que pour beaucoup vous avez eu d'autres titres dans votre carrière, mais c'est ce qui vous a marqué, parce que comme tu le dis, je pense qu'il y a un côté hyper sincère, authentique. Oui, il y a un peu ça, et puis on est beaucoup à avoir pu jouer en pro après, alors au Stade Français ou ailleurs. Et puis voilà, il y a des choses qui restent. On a eu la chance de fêter les 20 ans de ce titre l'année dernière, et on était 21 des 22 joueurs de la finale qui étions à Paris. Bon voilà, c'est des petites choses de la vie qui sont cool. Après, c'est vrai que tous les autres titres que j'ai eus, et j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns, les vies sont différentes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont plus en France ou plus à Paris, et qui ont plus de mal à se remobiliser quand on essaie de faire quelque chose. Et ça veut pas dire que c'est pas des super souvenirs. Mon premier titre contre Toulouse en 2003, comme titulaire, parce qu'en 2000 j'étais remplaçant, et aussi un souvenir merveilleux. Et puis chacun a une histoire particulière avec des joueurs particuliers, mais c'est vrai que voilà, s'il faut en sortir un, je sors celui-là. Et puis voilà, c'est toujours la plupart soit des amis très proches, soit des gens avec qui on se voit, où on prend des nouvelles assez régulièrement. Donc c'est aussi ça, voilà, comme disait Rive, après quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains. Et c'est vrai que moi, j'ai tellement investi le collectif, on était dans un club particulier qui a aussi véhiculé des changements forts de l'image du rugby. On a fait des petites révolutions dans ce sport-là, qu'il a fallu assumer aussi, parce que c'était pas toujours simple. Et elles ont été validées parce qu'on a gagné des titres. Si on n'avait pas gagné, on nous aurait juste ridiculisé, on se serait beaucoup moqué de nous. Donc on a vraiment vécu des choses intenses et fortes et uniques. Mais après, tout ça est vécu en fait différemment. Moi, j'ai beaucoup investi collectif parce que je pensais qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, que ça allait nous lier ad vitam aeternam. C'était tellement fort, et à l'époque, je le vivais tellement comme un truc unique. Et en fait, après coup, on se rend compte que chacun part dans sa vie. Et bon, moi, je suis resté à Paris, mais la plupart des joueurs qui étaient là ne venaient pas de Paris, donc même si moi non plus, mais eux sont repartis. Donc on a du mal à entretenir localement ici à Paris un vrai quotidien de tous ces gens qui ont vécu ces époques-là. Donc c'est un petit regret que j'ai. J'aurais aimé qu'il y ait plus de liens, mais après j'en veux à personne, et à chaque fois qu'on se voit c'est top. Mais on a l'impression que cette génération-là, justement, vous avez réussi à créer cette espèce de... De quelle génération tu parles, du coup? Après, moi, je vois, peut-être celle après 2000, où justement, il s'était passé un truc là, où vous aviez été en autogestion, et vous aviez volé le titre à Colomiers. Moi, je suis colomérien, donc... Mais là, il y a un truc quand même, je trouve, assez incroyable quand même, parce que personne ne vous voyait gagnant. Et derrière, on a l'impression qu'il y a un vrai groupe fort. Il y avait des joueurs d'abord qui avaient une emprise très forte. Christophe Dominici, Diego Dominguez... et puis il y a eu des recrutements, c'était la force de Max Guazzini, il est arrivé, on s'en refaire toute la genèse, mais pendant très longtemps il a été capable de recruter pas seulement des bons joueurs ou des joueurs qui avaient un potentiel, mais des joueurs qui étaient capables de s'adapter et à Paris, ce qui est pas toujours facile, et aussi à l'environnement du club que lui voulait mettre en place. Et ça, c'était sa très grande force. C'est-à-dire qu'il a, je pense, refusé des joueurs, enfin je le sais même, qui étaient des super joueurs de rugby, mais qu'il n'a pas senti, parce qu'il sentait qu'ils ne se plairaient pas ici. Et en même temps, il a été capable d'aller chercher des joueurs, soit pour les relancer, soit quand ils étaient très jeunes. Je pense évidemment à Hernandez, ou à plein
d'autres qui ont émergé ici, et où il sentait qu'il y avait du potentiel et il savait qu'il s'inscrirait dans la dynamique que lui avait en tête et qu'il voulait imposer ici, avec la spécificité de Paris. Quand t'es à Paris, t'es assez anonyme. Alors moi, c'est ce que j'aimais aussi, mais tu jouis pas de la même reconnaissance non plus qu'il y a en province. Alors ça a des avantages et certains peuvent y voir des inconvénients. Moi, je trouve que ça a plus d'avantages que d'inconvénients, et après, c'est pas le Stade Français des années 2000 n'est pas celui d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, il y a un stade flambant neuf, des structures d'entraînement hyper développées. Nous, on était vraiment... Il n'y a pas les mêmes résultats non plus, malheureusement, pour le club. Comme quoi, tout n'est pas lié. Où est la vérité ? Et nous, on n'avait pas de centre d'entraînement, donc on n'arrêtait pas de se déplacer d'un jour sur l'autre. Des fois, la veille, on ne savait pas où on s'entraînait le lendemain. Mais on a fait de tout ça une force aussi. Donc voilà, ça a participé à cette alchimie qui était assez folle, quoi. Et puis voilà, je le disais tout à l'heure... jouer avec des maillots roses, faire des calendriers, enfin tout ça c'était nous on prenait ça comme des blagues. Alors c'était pas vu comme ça de l'extérieur, enfin quand je dis des blagues, c'était quand on nous présentait ça, on disait mais c'est fou de faire ça, mais c'était complètement en dehors de notre champ de performance rugbystique, quoi. Voilà, c'était un truc qui faisait pas partie de ce qu'on considérait être la vie d'une équipe. C'était des trucs qu'on nous faisait expérimenter, qui pouvaient servir à développer l'image du club, etc., et à féminiser le rugby, à faire venir des femmes dans le stade. Enfin voilà, il a aussi fait ça, Max Godzinha, il a fait beaucoup pour ça. Et nous, par contre, on savait que si on le faisait, si on acceptait de le faire, derrière, il fallait l'assumer, quoi. Donc, je pense que tout ça a fait une force, et aussi parce que je l'ai dit tout à l'heure, on avait aussi beaucoup de joueurs de grand talent et qui ont su aussi trouver leur intérêt et mettre une dynamique dans ce club-là sur la durée. Donc, c'était chouette à vivre. Donc Paris, clairement, c'est la ville qui a marqué ta vie, mais aussi ta carrière sportive et ta deuxième vie professionnelle. Ouais, clairement. En fait, quand j'étais à Aix, pour faire vite, au début, quand c'était allé assez vite, parce que j'étais pas du tout dans les filières de haut niveau jusqu'à la première année Crabos. Je faisais un peu de sélection régionale, tout ça, et puis la première année Crabos, je voulais quasiment arrêter les sélections, et puis on m'a poussé, on m'a dit si, vas-y, puis j'ai été surclassé, puis j'ai été prendre l'équipe de France, et puis après là tu rentres dans le giron du coup des détections, etc. Et j'ai eu quelques propositions de clubs, et notamment du Stade Français, que j'ai refusé dans un premier temps parce que j'étais en terminale, j'avais pas le bac, j'avais pas le permis, j'avais une situation familiale assez complexe à ce moment-là, et donc j'ai dit non au début, et puis après avec de multiples discussions, réflexions, je me suis dit que l'occasion se représenterait peut-être pas deux fois, et je suis venu aussi à Paris pour y faire mes études, en fait. T'as fait quelles études ? Alors du coup, quand je suis arrivé, j'ai fait d'abord une première année de fac d'éco à Assas, parce que j'avais pas eu le temps de m'inscrire, parce que j'ai décidé très tard, c'était en juin quasiment. Et à l'époque, il n'y avait pas Parcoursup. Je sais pas si c'était bien ou pas bien, mais voilà. Mais du coup, j'ai fait un an de fac d'éco, et après, je suis rentré en école de journalisme, ce qui était en fait ce que je voulais faire depuis le début. Donc l'idée, c'était aussi de venir à Paris pour pouvoir faire mes études, en fait. Parce que j'ai été recruté en junior, et j'étais pas du tout à l'époque dans un profil pour être joueur pro. Enfin, on était encore loin de cette étape-là, quoi. Et voilà, et c'est vrai que même si les premiers mois ont été complexes, parce que tu sors d'un cadre familial très protecteur, etc. Puis t'arrives à Paris, quoi. C'est pas voilà, puis t'arrives à Paris, t'es tout seul, t'arrives à la fac. Enfin bon, c'est la fête, quoi. Beaucoup de changements d'un coup. Et puis tu joues au rugby, tu t'entraînes presque tous les jours, alors qu'avant tu t'entraînais 3 fois par semaine. Puis ça devient un vrai objectif. Bon voilà, il y a pas mal de choses. Et derrière ça. Après ces quelques mois un peu compliqués, quand notamment j'étais surclassé en Réchelle et qu'il y a eu toute cette aventure-là, je peux le dire maintenant, quoi. J'ai eu un coup de cœur, je suis tombé amoureux de cette ville-là, quoi. Je me suis senti tout de suite très très bien, et c'est ce qui a fait aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais changé de club aussi, parce que voilà, j'ai vraiment développé j'allais dire une relation, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je sais pas, je me sens bien, quoi. Parce que tu as eu des opportunités de partir à des moments de ta carrière. Bien sûr, j'en ai eu, j'y ai beaucoup réfléchi à certains moments. Alors
jusqu'aux années 2010-2011, donc c'était déjà plutôt la deuxième partie de ma carrière, hein, mais en fait on était plutôt très performants, donc je jouais, on était dans un club performant sportivement, j'aimais bien mon cadre de vie, donc voilà, à part pour des raisons financières, j'avais aucune raison de partir. Après ça s'est posé effectivement à cette période-là, mais voilà, moi j'ai toujours pris ces 3 critères. Mon premier critère c'était le niveau sportif, s'il est bon et que je joue, voilà, j'ai pas de raison de partir. Le deuxième était le critère, le cadre de vie. Est-ce que je suis bien là où je vis? Est-ce que voilà, l'environnement me convient, etc. Et le troisième, c'était le critère financier. Et comme les 2 premiers ont toujours primé sur le troisième, ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de rester. Et aussi après, parce que au moment où le club a connu des difficultés, voilà, j'avais connu des super années, j'étais très investi, capitaine de l'équipe, tout ça, et je me suis dit, je vais pas partir. Voilà, j'ai connu ce qui est cool, c'est pas parce que ça va plus mal qu'il faut partir, au contraire, il faut participer à redresser le club, et même si ça a pris du temps, voilà, le titre de 2015 a quand même montré que on a eu raison envers et parfois contre beaucoup de monde de tirer dans ce sens-là. Ouais. Donc voilà, mais oui, j'adore Paris et je m'y sens bien, même si alors beaucoup de mes amis, y compris avec qui j'ai joué avant à Paris, ou mes amis d'enfance, tout le monde te dit quand tu reviens ou tu vas quelque part, mais à Paris, machin, la vie, etc. Mais en fait, moi, j'aime ça, quoi. J'aime la vie à Paris, avec ses qualités et ses inconvénients. Mais je me sens bien ici, et voilà, c'est ce qui explique aussi après que j'ai voulu enchaîner une reconversion ici à Paris, que j'ai pas cherché à le faire ailleurs. Puis après, voilà, ma femme travaille aussi à Paris. Enfin voilà, donc on est bien, quoi. Tu y restes. Et pire que ça, parce que j'habitais en banlieue proche parisienne, puisque à l'époque où je jouais, c'était plus simple parce qu'on s'entraînait pas très loin. Et là, je suis revenu habiter dans Paris depuis plusieurs années. Et ce que j'adore encore plus. Donc voilà, voilà, non, c'est comme ça, c'est difficile à expliquer, puis c'est long. Alors après, je vais pas rentrer dans le détail de tout, mais j'aime la vie à Paris, j'aime Paris, j'aime ce que ça dégage, j'aime l'activité qu'il y a, voilà, et j'aime l'évolution que cette ville porte aussi, et tout ce qu'elle véhicule aussi. Voilà, c'est une ville monde, c'est une ville ouverte où il y a des gens très différents, c'est une ville qui bouge. Et voilà. Si ça, c'est pas une déclaration d'amour, ça. C'est clair. Ouais, mais. On a pris une leçon. Vraiment, je vais peut-être revenir à Paris. Je surjoue pas. Je comprends qu'il y a des gens qui se plaisent pas. Non, mais oui, c'est évident. Voilà, il y a quand même de super beaux côtés. Voilà, après, il faut essayer d'avoir une vie qui convienne aussi. Voilà, et je suis pas de ceux qui disent qu'il faut coûte que coûte rester vivre à Paris, mais voilà, quand la vie qu'on a correspond à ses attentes, je pense que c'est une ville où on peut être très heureux. Voilà. Et c'est d'ailleurs peut-être cet amour que tu as pour cette ville qui aujourd'hui t'a amené, entre autres, mais à vouloir aussi t'engager. Après, c'est des opportunités, mais donc est-ce que d'ailleurs tu peux nous en dire plus sur le poste que tu occupes aujourd'hui? Ouais, alors c'est vrai que c'était pas du tout quelque chose sur lequel j'avais même réfléchi comme reconversion. Donc en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses à côté du rugby. Ce qui était aussi un des avantages d'être à Paris, parce que ça permet voilà, de rencontrer du monde, et puis de faire des choses. Donc soit dans des milieux associatifs, soit en poursuivant mes études. Donc j'ai fait plusieurs cycles d'études. Soit après j'ai ouvert une société. Et puis voilà, je me suis investi aussi dans différentes sociétés, soit en mettant un investissement direct, soit en faisant des choses avec ces structures-là. Pour les développer, et du coup c'est vrai que tout ça dans un cadre que finalement j'ai connaissé, puisqu'il était le même depuis de longues années, m'a permis aussi de faire des rencontres. C'était aussi l'avantage, évidemment, et puis de les faire perdurer, quoi, de les entretenir, on va dire, de les étoffer, et c'est en fait ce sur quoi je pensais aller après ma reconversion. En fait,
j'avais cette société là qui faisait des gobelets en plastique recyclable, un peu comme fait EcoCup, mais avec un autre concept que j'avais commercialisé. C'est toi qui avais créé cette boîte-là? Alors, non, moi j'ai créé la boîte, mais en fait moi j'avais la licence pour la France, le Benelux, l'Espagne de ce concept qui avait été créé en Afrique du Sud. Voilà, mais que j'ai dû arrêter quand je suis rentré à la ville de Paris, parce que je n'en avais ni le temps, et puis ça aurait pu être un conflit d'intérêt potentiel s'il y avait eu un marché, etc. Donc j'ai préféré arrêter. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai fait énormément de choses. Et en fait, je pensais, en arrêtant ma carrière, soit développer cet aspect du business, soit rentrer dans une société qui faisait du consulting en entreprise, qui soit aussi racheter des sociétés, les restructurer, voilà, pour les rendre performantes. Et puis, effectivement, est arrivé, à quelques mois avant que j'arrête, pardon, la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, m'a demandé à me voir pour me proposer quelque chose. Mais alors, je savais pas ce qu'il en était. Et effectivement, à cette époque-là, elle cherchait un conseiller sport. Et voilà, donc elle m'a fait cette proposition-là. Donc, je lui ai dit que d'abord... Je m'y attendais pas. Et comment tu sais comment elle en est arrivée à toi ou... Ouais, alors moi je pense que c'est aussi beaucoup parce que ce que j'ai dit avant. Je pense que multiples activités. On se connaissait, on s'identifiait, on s'est rencontrés plusieurs fois. D'abord parce qu'on a connu Bertrand Delanoë quand il était quand il a gagné la mairie de Paris en 2001, et puis il a suivi toute l'histoire du développement du Stade Français. Puis après, il y a eu l'épisode de la construction du stade qui a pris plus de 10 ans, dans lequel Anne Hidalgo était première adjointe en charge de l'urbanisme. Donc, elle a beaucoup œuvré pour que ça puisse se faire aussi. Et puis voilà, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous restez dans le même environnement, vous rencontrez les acteurs locaux. Et puis voilà, après, il se développe des amitiés, des discussions, voilà, et je pense qu'au fur et à mesure de ça, elle s'est dit peut-être à un moment, et moi faisant beaucoup d'autres choses par ailleurs, et voilà, ayant des opinions aussi politiques et sur le sport à Paris notamment, elle s'est dit peut-être que ça peut être intéressant, mais voilà, elle me l'a proposé, voilà, tout en ne sachant pas ce que j'allais répondre. Hein. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps. Je lui ai d'abord demandé en quoi consistait ce travail-là, que je connaissais assez mal à l'époque. Et puis après, j'ai rencontré son directeur de cabinet de l'époque, qui s'appelait Mathias Vichra, et avec qui ça s'est super bien passé. Et donc j'ai décidé de faire ça. Donc j'ai arrêté mes autres activités. Et c'est comme ça que je suis rentré à la ville de Paris. Non sans mal, parce que... voilà, quand vous venez pas de ce milieu-là, quand vous connaissez pas l'administration parisienne, il y a beaucoup de choses à apprendre et à se familiariser, avec lesquelles il faut se familiariser. Et puis le contexte a été très particulier parce que j'ai commencé en octobre 2015 et vous me voyez venir, mais c'était un mois avant les attentats de novembre 2015, du 13 novembre, et évidemment... Au-delà du traumatisme personnel et qu'on a tous eu, j'imagine en tout cas que les gens ici ont vécu, et je pense tous les Français de plein fouet, il y a eu un vrai changement aussi d'approche sur la manière de vivre, la manière de faire des événements, la manière d'accueillir le public. Voilà, et donc tout ça a mis, au-delà du drame terrible qu'on a vécu, une lourdeur et une responsabilité très très forte sur l'ensemble de la ville, et particulièrement dans le secteur sportif et événementiel, voilà, avec vraiment des responsabilités fortes. Et on accueillait l'Euro 2016 8 mois après. Donc voilà, tout ça a été une période extrêmement dur, chargé, avec beaucoup de travail, de responsabilité, mais voilà, on l'a fait. Je pense t'as dû apprendre vite. Ouais, mais c'est bien, en fait, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce qui m'a aussi permis de pas trop réfléchir à la fin de carrière, même si je m'y étais préparé, que j'ai eu la chance de choisir ma fin, qu'elle s'est très bien passée, même si j'ai été beaucoup blessé la dernière année. Voilà, j'ai fini sur un titre, et ça c'est super. Et puis j'avais décidé que c'était ma dernière année, même si voilà, j'ai eu des problèmes physiques, mais
Donc j'étais pas trop dans le process de me dire est-ce que je fais bien d'arrêter maintenant et tout ça. Mais évidemment, c'est très très dur l'arrêt d'une carrière. J'imagine que les gens qui m'ont précédé au micro ou peut-être ceux qui viendront vous le diront, avec des gens pour qui ça se passe plus ou moins bien. Moi, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais je sais aussi, parce que j'ai vu autour de moi mes coéquipiers, j'en ai vu beaucoup partir, certains pour qui ça s'est très bien passé, d'autres pour qui ça s'est très mal passé. Donc c'est vraiment une période complexe. Donc pour moi, de me surinvestir dans le travail, parce que c'était nécessaire et parce que il fallait que je réponde aux attentes et aux responsabilités qui ont été les miennes à ce moment-là, m'a permis aussi de franchir ce virage sans trop réfléchir à tout ça. Et puis voilà, j'ai eu une petite fille en même temps. Voilà, tout ça est arrivé j'ai fait tout d'un coup. Des projets. Voilà. Mais voilà, c'était dur. J'ai fini l'année 2000. Parce que je raisonne moi encore en année sportive et pas en année. Donc la saison, ma première saison de non-joueur. Donc j'ai fini à l'été 2016. J'étais physiquement pas en très bon état, mais voilà, ça m'a permis aussi de surmonter ça, les attentats, tout ce qu'on a vécu à Paris, ça a été très dur parce que j'ai eu des amis qui ont été touchés, et puis voilà, j'ai vu ça de près, quoi. J'ai vu des familles de victimes, j'ai vu. Puis c'est dur, quoi. C'était tellement irréel, ça a changé notre manière de voir les choses, d'appréhender la vie. Enfin, c'était tellement lunaire pour moi de vivre ça que voilà, ça change les priorités. Et finalement, à chaque fois que tu prends un mandat, tu te retrouves dans une situation à chaque fois un peu extraordinaire. Pour le Covid. Là, on est dans le Covid et aujourd'hui, ça change encore la donne sur l'aspect sportif. C'est sûr. Alors, c'est pas la même chose, parce que maintenant, je suis élu et c'est différent. C'est plus de responsabilité encore, mais bon, maintenant je connais mieux la ville, son fonctionnement, voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est vraiment une nouvelle position aussi. Et évidemment, on vit quelque chose qui est pas du même ordre, même s'il y a eu énormément de morts, mais qui est aussi évidemment une tragédie en termes d'impact sanitaire, et puis aussi d'impact sur notre vie quotidienne et de notre changement de vie. À chaque fois. Et puis les conséquences économiques et sociales qui vont arriver, qui vont être très lourdes. Donc oui, c'est un schéma particulier, mais ça même avant que je prenne ce mandat, parce que j'étais comme tout le monde confiné à l'entre-deux tours. C'était une situation qui pour moi était vraiment particulière et assez étrange à vivre. Mais bon, voilà, j'ai toujours su et compris depuis très jeune que, voilà, dans la vie, il faut arriver à s'adapter si tu veux passer les différentes étapes. Parfois, c'est très dur, parfois, ça l'est moins et c'est plus facile, mais voilà, j'essaye de le faire avec imperfection, mais j'essaye. Okay. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes missions justement en tant qu'élu ? Ouais, alors du coup, moi je suis adjoint à la maire de Paris et j'ai en charge le sport et donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, comme tu l'as dit au début. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un portefeuille assez large, parce que le sport à Paris, c'est à peu près un peu moins de 3000 personnes qui travaillent dans la direction jeunesse et sport, qui s'occupent des plus de 500 équipements qu'on a à Paris, qui soient piscine, gymnase, terrain de grand jeu. Voilà, c'est tous ces équipements avec tous ces agents qui font vivre ces équipements. Donc, il y a tout ça à gérer en termes de entretien, accueil du public, et puis bon fonctionnement de ces équipements avec tous les agents qui font en sorte que ça marche bien et que ça réponde autant que faire se peut à la demande des Parisiennes et des Parisiens. Il y a tout l'aspect événementiel, puisqu'à Paris, il se passe à peu près plus de 450 événements par an. En termes sportifs, des petites courses d'arrondissement, mais évidemment des choses beaucoup plus grosses. On a aussi beaucoup de grands événements internationaux qui sont accueillis chaque année en lien avec le sport, parce que c'est ce qui me... C'est sur cet angle-là que je travaille sur ces événements-là. Et puis il y a tous les clubs sportifs. Il y a plus de 3700 clubs à Paris. Voilà, avec qui on est en relation. Alors il y a évidemment les clubs de haut niveau qu'on connaît, pour le rugby, le Stade Français, mais il y a aussi tous les clubs d'autres sports de haut niveau. Voilà, on a évidemment le PSG, hand et foot,
il y a les filles du volley, les filles du hand, du Paris 92, les garçons du volley. Voilà, il y a le basket, il y a le Paris basket maintenant. Voilà, donc on a je dois en oublier, mais c'est le problème d'en citer quand tu commences. Tu vas faire des problèmes. C'est toujours le problème. Et puis on a des clubs omnisports, le PUC, le Stade Français, le SCUF et d'autres. Et puis on a tout un tas de petits clubs dans plein de disciplines. Donc voilà, tout ça, c'est la ville aussi qui participe à l'animation de ces clubs-là. Donc, et puis il y a évidemment le volley auquel j'ai participé en étant au cabinet de la mer, en étant conseiller au cabinet de la mer, sur le volley olympique et paralympique, dont on a gagné l'attribution en 2017, en septembre 2017 à Lima, qui aujourd'hui arrive à grands pas, parce que c'est dans 4 ans, donc on a déjà passé presque 3 ans depuis Lima, donc beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. Dans les conditions que tu as décrites tout à l'heure, Morgane, avec le décalage des Jeux de Tokyo d'1 an, et puis on sait très bien qu'il faut pas prendre de retard, parce que si tu prends du retard, c'est ce qui fait que après les coûts augmentent, et on ne veut surtout pas ça, et on fait tout pour que ça n'arrive pas. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y en a encore là beaucoup qui va être fait à la rentrée. Pour essayer de voir encore comment on peut adapter au mieux le projet pour qu'il respecte le cadrage budgétaire qui était le sien, et on a notamment en argent public, et qui s'adapte aussi aux conditions qui vont être les nôtres dans le monde post-Covid. Voilà. Donc tout ça, c'est énormément de travail du comité d'organisation, de la structure qui s'appelle Solideo, dont la maire est la présidente, qui est la société de livraison des équipements olympiques, en fait, qui construit tous les équipements pérennes, et puis de toutes les collectivités territoriales. En premier lieu, la ville de Paris, puisqu'on est la ville hôte. Donc il faut travailler avec tous ces acteurs-là pour faire des jeux qui seront réussis en 2024, des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi pour faire en sorte, ce qui était l'ADN de cette candidature, que ces Jeux servent au développement de la pratique du sport et qui laissent un héritage concret. Donc on a énormément de mesures d'héritage, je vais pas toutes les détailler, mais c'est ça qu'on veut réussir pour réussir les Jeux. C'est pas uniquement. C'est souvent décrié qu'une fois que les JO sont partis, les villes après se retrouvent un petit peu. C'est vrai, il y a beaucoup de défiance par rapport à ça. Alors il faut quand même savoir que le CIO aussi a changé un peu son fusil d'épaule, puisqu'il a vu qu'il y avait eu beaucoup de dérives et beaucoup d'excès. Donc il s'adapte aussi à l'environnement qui est celui d'aujourd'hui. Donc ils ont fait un agenda, ce qu'ils appelaient 2020 à l'époque, et nous on a candidaté uniquement en ayant des garanties aussi sur le fait de ne pas engager trop d'argent en public, d'avoir un programme olympique qui soit beaucoup moins ambitieux en termes de construction, parce que là il y a 95% des équipements qui existent déjà ou qui seront temporaires. Donc, qui seront mis en place pour les Jeux et recyclés après, mais qui ne seront pas des constructions pérennes. Donc, finalement, on n'a que 5% de constructions pérennes, plus le village olympique et le centre des médias, etc., qui sont des structures qui seront transformées en appartements, en fait, qui vont participer à la transformation territoriale du 93, notamment. Okay. Donc, à la base, le projet, il était déjà responsable par rapport à ça pour limiter ce que je disais, le coût d'argent public qui est mis dedans, et il l'est d'autant plus aujourd'hui, et c'est le travail qui va être fait, parce que il faut aussi s'adapter aux impératifs écologiques, et on veut vraiment créer des Jeux olympiques et paralympiques d'une nouvelle ère, que ce soit le point zéro, on va dire, de jeux qui soient responsables éthiquement et écologiquement aussi, et qu'on participe à créer une nouvelle norme, en fait. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Et on s'était engagé dans la candidature en ayant ces certitudes-là auprès du CIO, et je pense que c'est ce qui a fait que notre dossier aussi a obtenu l'organisation des Jeux, c'est qu'on a été très exigeant sur ces points-là, et qu'on le reste absolument. Et qu'est-ce qui t'anime dans ces missions ? Alors d'abord, c'est l'intérêt collectif qui m'anime, et c'est un peu un lien ça avec... Parce que c'est ça qui m'a toujours plu, en fait, c'est de faire des choses avec les autres. Quoi que j'ai fait dans ma vie, que ce soit des passions personnelles ou pas, si je les partage pas, ça m'intéresse pas trop. Et puis je trouve que faire des choses qui profitent au plus grand nombre, c'est plus intéressant que
le faire pour certains, voilà, qui en ont peut-être le moins besoin notamment. Et puis voilà, j'avais envie après mes expériences de cabinet de prendre le risque aussi de me présenter devant les électeurs et peut-être d'avoir, s'ils me faisaient confiance, plus de responsabilité aussi. Et de pouvoir décider de plus de choses, voilà, en accord avec la maire évidemment, mais avec un peu plus d'autonomie sur mon secteur, on va dire. Donc voilà, ça a été un processus assez long de réflexion. J'ai pris bien 6 mois avant de me décider de le faire. Parce que je mesure aussi la responsabilité que c'est et ça l'est encore plus parce qu'on a les Jeux, parce que du coup ça va être un mandat qui va être très regardé, voilà, sous l'aspect sportif et impact des Jeux Olympiques dans tous les sens du terme. Donc voilà, j'en ai aussi conscience et c'est d'autant plus pour ça que j'ai envie de réussir. Et puis je veux que ce soit aussi les Jeux évidemment de toute la France et de l'Île-de-France et particulièrement du 93, mais aussi que les gens puissent s'identifier aussi un peu à ce qui va se passer, parce que voilà, je crois qu'aussi c'est un événement qui est assez unique, c'est le plus grand événement au monde, hein, c'est 28 championnats du monde instantanés en 15 jours pour les Jeux, mais c'est aussi un des seuls événements où quasiment en dehors de la politique internationale, etc., des guerres, des conflits et tout le monde se réunit au même endroit. Donc il y a un message d'universalisme qui, par les temps actuels, fait du bien. Pour moi, est important et porteur de certaines valeurs, en tout cas en lesquelles je crois. Et voilà, donc et puis voilà, j'ai rencontré aussi au cours de mes 5 ans beaucoup de gens avec qui on a échangé, on a parlé, on a fait déjà pas mal de choses dans les 5 années qui passent, et puis j'avais envie de pouvoir continuer à faire des choses, à en accélérer certaines, et puis voilà, me faire face à ces responsabilités-là et faire en sorte que voilà, Paris devienne une ville plus sportive. Il y a beaucoup de travail. On est dans une ville extrêmement dense où il n'y a pas beaucoup d'équipements sportifs par habitant. On le sait, parce que voilà, on est cadré par le périphérique et on n'arrive pas encore à le pousser. Voilà, et c'est une des villes les plus denses du monde. Je crois que c'est la 5e plus dense du monde. C'est pas une très grande ville, donc on n'a pas beaucoup de terrain où on peut faire du sport. Donc il faut aussi être innovant, il faut aussi réfléchir à des nouvelles solutions, il faut aussi adapter la ville. On en parlait un petit peu avant de commencer le podcast. Et il y a des transformations urbaines et écologiques qui vont être des opportunités, j'espère, pour pouvoir y faire plus de sport, en tout cas dans des meilleures conditions. Donc voilà, j'ai beaucoup d'idées, il y a beaucoup de travail, mais c'est aussi enthousiasmant de porter ça. Et du coup, ça me fait penser que là, aujourd'hui, tu es parti sur un mandat encore de temps limité. Ça se rapproche un peu à ce que tu faisais avant, où tu avais des contrats limités. Ça te plaît, en fait. Ma vie est sous pression. C'est exactement ça. Est-ce que du coup, ça te fait déjà réfléchir à ce que tu vas faire derrière ou pas du tout ? Honnêtement, pas, pour l'instant, je suis pas du tout là-dedans. C'est en 2026, c'est très loin. Ouais. Je veux d'abord réussir à faire un bon mandat et j'ai largement de quoi m'occuper le cerveau en permanence. Donc non, je suis pas du tout là-dedans. Je veux là d'abord. On est au tout début du mandat et il y a beaucoup de choses à faire. Et on verra. Et je sais d'expérience, pardon, que voilà, en 2 ans il se passe, ou en 1 an même, il se passe tellement de trucs que non. Je vais faire mon mandat. Certainement dans la dernière année, peut-être qu'il faudra y réfléchir et prendre une décision aussi de savoir ce que je voudrais faire à ce moment-là. Mais il va se passer tellement de choses que je me projette pas du tout là-dessus. Pour l'instant, ce que je veux, c'est être à 100% à la place où je suis et faire ce pourquoi aussi les Parisiens nous ont donné mandat et faire en sorte que ce mandat côté sport, Jeux Olympiques et Paralympiques, qui sont aussi extrêmement importants, soit réussi autant que possible. Ah, mais je crois que la solution, tu l'as un peu évoqué, c'est qu'en fait, quand on a des projets, c'est toujours plus facile de négocier ce virage. Donc, ouais, c'est ça. J'imagine que tu en auras certainement d'autres qui vont arriver. J'en aurai. Je vais essayer. Je pense que j'en aurai. J'en avais déjà, parce que
voilà, comme je vous l'ai dit avant aussi, avant qu'on commence le podcast, quand tu démarres une élection, c'est pas gagné d'avance, loin de là. Donc j'avais aussi envisagé l'hypothèse que ça puisse moins bien se passer ou que je n'ai pas de portefeuille d'adjoint, parce que voilà, il peut se passer ce genre de choses. Et donc j'avais aussi réfléchi à ce que pouvait être ma vie si tout ça ne se passait pas comme ça s'est passé. Et donc voilà, il faut être capable de rebondir aussi. Donc voilà, maintenant j'ai plus à penser à ça parce que j'ai un mandat pour 6 ans qui va m'occuper à 100% du temps, même si je vais continuer à faire des petites choses à côté, garder un pied dans le rugby, voilà, en essayant de continuer à commenter un peu des matchs et puis à faire peut-être un peu de consulting à droite, à gauche. Non, un peu de calendrier, j'ai plus l'âge. Et juste, tu dis, on a fêté l'élection. Moi, j'ai une question. Ça se fête mieux une élection ou un Brennus? Beaucoup moins qu'un Brennus. J'ai dit qu'on avait fêté, on n'a pas trop fêté. Tu as dit, on a fêté l'élection. Non, peut-être pas fêté, mais. Non, ça a été assez. Bon, franchement, la période a été très particulière. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de retenue dans la victoire. Voilà, il y a eu un pot, etc. Tout le monde était évidemment content, mais ça a été avec beaucoup de retenue et je pense, moi en tout cas je l'ai interprété comme ça, de sens des responsabilités. Et dès le lendemain, on a commencé à travailler sur bon voilà, quelle est l'étape d'après. Il faut évidemment, il y avait encore, et c'est d'autant plus d'actualité, il y a encore le Covid à gérer, etc. Mais voilà, donc c'était presque frustrant qu'il n'y ait pas plus de délivrance et de fête et d'enthousiasme et un peu de moins d'humilité au moins sur une soirée, quoi. Mais on ça n'a rien à voir avec un Brennus. On fêtera les médailles d'or pour les JO et puis. Ouais, non, voilà, mais je crois que c'est dû à ça et c'est aussi pour ça que je me reconnais beaucoup. Voilà, dans ce parti, enfin je sais pas si on peut appeler ça un parti, mais dans Paris en commun, en tout cas de ce qui a été fait, parce que voilà, c'est aussi des gens avec qui je partage cette valeur-là, et même si j'aurais bien aimé faire une plus grosse fête, je trouvais ça en même temps à la fois raisonnable et à la fois de circonstance de faire ça, quoi. Très bien. Pour finir dans un registre un peu plus léger. Ouais. T'es plutôt vélo ou métro? Alors, je suis plus venu en vélo. C'est vrai. Vous êtes témoin. Sans transpirer en plus. Voilà, mais je suis. Du coup, quand il fait beau, je suis plutôt vélo. Quand il fait froid et qu'il flotte, je suis plutôt métro. Mais je fais les deux en fait. Mais je fais aussi du scoot depuis longtemps. Okay. J'ai un scooter électrique que j'ai depuis 4 ans. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est en fait la multimodalité, quoi. C'est-à-dire que j'essaye d'alterner et ça casse la routine du quotidien. Trottinette, cool. Non, toujours pas. J'en ai une aussi. J'en ai une. Et j'ai eu la mienne bien avant la mode et les trottinettes en libre service et donc elle commence à se faire un peu vieille, mais ça m'arrive de l'utiliser, ouais, pour aller faire rester dans mon quartier, tout ça. Je les prends pas trop pour faire des longs trajets, parce que sinon je prends le vélo. Mais voilà, oui, aujourd'hui c'est. Tu nous enverras une photo de toi sur la trottinette. Ouais, ça marche. Mais aujourd'hui, non, c'est bien. Et puis voilà, la construction et la mise en œuvre de toutes les pistes cyclables et tout rendent les déplacements aujourd'hui à vélo ou à trottinette, en tout cas à véhicule non motorisé, beaucoup plus agréable et beaucoup plus sécuritaire que ce n'était le cas auparavant. Donc voilà, c'est bien, mais je suis équipé maintenant pour l'hiver aussi en vélo. Donc je te dirai ça l'hiver prochain. Et tu es plutôt cinéma ou Netflix ? Alors je suis plutôt cinéma. J'ai été un grand consommateur de cinéma pendant notamment toutes mes années de joueur. J'allais énormément au cinéma. Maintenant, avec un enfant, c'est plus facile d'aller sur Netflix qu'au cinéma, mais je continue à aller au cinéma. D'abord parce que je trouve qu'on a à Paris la chance notamment d'avoir plein de cinémas différents, évidemment, des très grands cinémas, des complexes ou avec une grosse programmation et tout, mais aussi des cinémas plus confidentiels qui appartiennent à des propriétaires indépendants ou qui a une programmation vraiment spécifique. Et voilà, et j'aime beaucoup ça, quoi. Voilà,
J'en ai un pas loin de chez moi. J'allais beaucoup au Balzac en haut des Champs-Élysées aussi pendant un moment. Et voilà, et je pense qu'on a un cinéma français qui est très riche et qu'il faut continuer à encourager parce que ils font des choses uniques et assez exceptionnelles. Et je suis vraiment un vrai amateur. C'est un des arts entre guillemets qui me touche le plus, qui m'émeut le plus que la musique, par exemple. J'aime bien la musique, mais ça m'émeut moins que le cinéma ou que une autre forme d'art, les tableaux. Là, j'aime bien la photo aussi, mais le cinéma, vraiment, c'est ce qui me touche le plus directement. Donc voilà, j'essaye d'y aller, mais c'est vrai que quand on est, quand on a un enfant en bas âge, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, j'y travaille. Ouais, du coup, t'évoquais la musique. Alors, t'es plutôt Dalida ou Aya Nakamura? Franchement, ni l'un ni l'autre. Je suis obligé de dire. Non, Dalida, je vois le clin d'œil au Stade Français, évidemment, mais je n'étais pas de l'époque de la robe. C'était juste avant que j'arrive, mais du président. Donc, oui, si je dois choisir, là, je dirais plus ça, mais plus pour le clin d'œil au Stade Français que pour la musique. Okay. Et après, il y a Aya Nakamura. C'est pas ma cam à fond, mais je trouve il y a des chansons que j'aime bien. Ok. Pour finir, on a une toute dernière question. Si on te dit l'horizon, tu penses à quoi? Je pense qu'il faut toujours regarder devant. Je pense que c'est bien de voir pas le bout de ses pieds non plus, mais de regarder ce qui se passe autour de soi et le plus loin possible. C'est quelque chose qui, quand je regarde l'horizon, ça me fait toujours penser qu'on n'est pas grand-chose aussi. On n'est que de passage. On nous le disait souvent au Stade Français. On se le disait souvent et on nous le disait souvent. Qu'on n'était que de passage mais qu'il fallait faire en sorte, à l'époque c'était l'expression qu'on employait, de rendre le maillot plus meilleur ou plus propre qu'on disait que lorsqu'on l'a pris. Et au final, c'est un peu ça. Ça doit être un peu une philosophie de vie. Voilà, on est de passage. Il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais il faut essayer de faire du mieux possible tant qu'on est là, avec tout ce qui nous entoure. C'est compliqué. Hein, la vie est difficile pour beaucoup de monde, pour plein de raisons différentes. Mais je crois qu'il faut vivre le mieux possible avec les autres. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. J'espère être là aussi pour que ce soit dans mes fonctions professionnelles ou à titre personnel, pour accompagner des gens vers une vie plus heureuse, plus épanouie, et moi m'épanouir là-dedans. Et puis voilà, l'horizon, ça me fait dire qu'il y a aussi plein de choses à découvrir et que voilà, on grandit avec l'âge. J'ai fêté mes 40 ans. Ça me paraît tellement irréel. J'ai l'impression d'avoir 20 ans encore dans ma tête, moins dans mon corps. Mais et que tout ça est en même temps un temps qui permet de faire des premiers bilans et de voir ce vers quoi on a envie d'aller. Et c'est passionnant, mais même si c'est parfois difficile, parce qu'il y a des épisodes, chacun traverse des épisodes très durs dans la vie, mais voilà, moi j'ai foi en l'humain, et j'espère que je le lui rends bien. Merci beaucoup Pierre pour cet échange. Merci, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast a été créé par Beyond Rugby en collaboration avec Midi Olympique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et nous laisser un commentaire sur toutes les plateformes de diffusion. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.